Oui, je voulais faire un certain nombre de remarques. On a parlé aussi, on a parlé d'intercompréhension, on a parlé de l'éveil aux langues. Ça fait des années aussi que l'on parle de l'éveil aux langues, qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur l'éveil aux langues justement dans les petites classes, et je trouve que l'idée est formidable, mais ça a du mal à prendre, et c'est ça qui est terrible. Donc ça, il y a un lien entre l'éveil aux langues et bien sûr l'intercompréhension, parce qu'on pourrait imaginer, on fait l'éveil aux langues, c'est-à-dire on fait écouter aux enfants toutes sortes de langues, et après on passe à un autre stade, qui est l'intercompréhension. Il y a une logique là-dedans qui devrait s'en suivre. Et c'est le Conseil de l'Europe qui travaille là-dessus. C'est le Centre européen des langues vivantes, notamment à Grasse, qui travaille justement sur cet éveil aux langues. Mais ça prend du temps. C'est exactement comme l'intercompréhension. Moi, quand je travaillais justement au Conseil de l'Europe, ça faisait déjà 20 ans qu'on parlait de l'intercompréhension, et ça remonte il y a 20 ans. On a effectivement au Conseil de l'Europe commencé à se dire, tiens, on va faire quelque chose avec l'intercompréhension, et puis c'est un peu tombé à l'eau, c'est toujours la même rengaine, j'ai envie de dire. Vous avez parlé effectivement de possibilités. À qui est-ce qu'on pourrait donner cette idée d'intercompréhension? Alors bien sûr, il y a les petits, les tout petits, il y a l'Amérique du Sud, vous l'avez cité, mais il y a un domaine, à mon avis, où la Commission européenne donne des fonds, mais qui n'est pas du tout exploité, c'est tout ce qui concerne les étudiants Erasmus. Un étudiant Erasmus part dans un pays pendant 6 mois ou un peu plus, et il est censé prendre des cours de langue dans la langue du pays où il va se rendre. Mais qu'est-ce qui empêcherait de suggérer à la Commission européenne de dire, ben, écoutez, ça serait peut-être pas mal, il y a l'étudiant français qui va partir justement au Portugal ou en Roumanie, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas droit à des cours d'intercompréhension, ce qui l'aiderait beaucoup pour la suite des événements, parce qu'en 6 mois, il ne va pas suivre des cours de roumain ou des cours de portugais, il va suivre essentiellement des cours en anglais. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc, s'il pouvait avoir, avant son départ, des cours d'intercompréhension portugais, français, ou français, roumain, etc., qu'il soit déjà baigné dans un climat qui est de langue romane, à mon avis, c'est une piste qu'il faudrait effectivement donner aux autorités de la Commission européenne. Autre chose, tout à fait anecdotique, enfin en ce qui vous concerne, je travaille sur différents domaines, et un des domaines sur lesquels je travaille, c'est les réfugiés. Et là, la question se pose effectivement de donner des cours de français, d'allemand, de suédois à ces jeunes, parce que ce sont pour la plupart de jeunes qui ont entre 20 ans et 35 ans, qui viennent dans ces pays. Alors on leur donne, c'est une nouvelle formule aujourd'hui sur laquelle on travaille beaucoup, notamment sur des projets Erasmus, c'est l'enseignement de la langue d'accueil à des finalités professionnelles, tout ça pour accélérer les choses. Et puis il y a un Norvégien qui a créé un jeu. Ce jeu s'appelle Amigos. Et ça n'a rien de l'espagnol ou d'anglais ou d'italien. C'est un jeu où les gens se réunissent, où ils jouent dans leur langue avec des gens qui jouent dans leur langue à eux. Donc ils échangent. C'est l'intercompréhension par le jeu. Et ceci s'applique aussi bien à des réfugiés qu'à n'importe qui. Et il faut aller voir ce jeu Amigo qui est sympathique, qui ne coûte pas très cher et qui peut, au niveau linguistique, rapporter beaucoup. Voilà, c'est un Norvégien, le nom va me revenir, mais c'est vraiment sympathique ce qu'il a fait. Et ça, il y a notamment en Allemagne des clubs, des cafés-clubs
où les gens viennent jouer à ce jeu entre réfugiés, mais ce n'est pas seulement des réfugiés, c'est des migrants, c'est des Turcs qui viennent échanger entre Turcs et Allemands, par exemple, et ça se passe plutôt bien. Maintenant, une dernière chose que je voudrais vous dire, excusez-moi de monopoliser un peu la parole, dans ma vie multiple, j'ai été délégué général des Alliances françaises à Bruxelles. Et donc j'ai bien connu Claire Boyer, c'est là qu'on s'est connu aussi avec Christian. Et lorsque j'étais là-bas, on avait obtenu de l'argent, on travaillait beaucoup avec l'OIF, et ce qui s'était passé, c'est qu'on formait en français à la fois, bien sûr, les étudiants normaux, mais on formait également les diplomates et les journalistes. Et puis, avant que je ne parte, que je quitte ce poste pour un autre poste, j'ai travaillé avec l'OIF et je leur ai dit, écoutez, ça serait bien qu'on travaille sur l'intercompréhension. Et la ressource que j'avais, ce n'était pas au ministère de l'Éducation, c'était au ministère de la Culture. Et c'était, alors je ne peux plus me rappeler son nom, c'est Pierre Janin. Pierre Janin, merci beaucoup. Pierre Janin, qui était le monsieur intercompréhension au ministère de la Culture. Et avec Pierre Janin, on s'est dit, il y a eu tellement d'avancées, et puis ça piétine, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est mis d'accord avec l'OIF, avec l'Alliance française et le groupe des instituts culturels de Bruxelles pour monter une formation de l'intercompréhension de 60 heures. Tout ça a été monté. Tout ça a été... L'enseignement a été fait. Donc, j'avais demandé à mes ouailles, à mes enseignants de l'Alliance française de Bruxelles, au nombre de 70, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? 20 personnes se sont inscrites, mais il y avait également de l'Institut italien, de l'Institut Cervantes. Donc, ces gens-là ont eu 60 heures de cours. Et l'idée, c'était qu'au bout de ces 60 heures de cours, très bien, on va aider les diplomates. Alors, on avait sondé le terrain. On va demander aux diplomates à Bruxelles, on va demander à la Commission européenne, parce qu'on avait pas mal, on enseignait à la Commission européenne, est-ce que, avant de tout commencer, est-ce que vous êtes intéressés? Oui, oui, on est tout à fait intéressés. Et il s'est passé que bon, je suis parti en poste et mon successeur n'a pas voulu donner suite. Et c'est tombé à l'eau. 60 heures de formation, mes enseignants de l'Alliance française et de l'Institut italien du Cervantes étaient désolés. Désolés qu'il n'y ait pas eu de suite, alors que c'était tout simple. Et on avait le public, on avait tout ce qu'il fallait. Donc, moi, on en parlait là, juste avant de commencer, ce qui serait intéressant, c'est de reprendre ça, mais avec une assurance absolue d'avoir cette continuité. Il y a sans doute toujours à Bruxelles des enseignants qui ont eu le cours, mais ça, il faut tout recommencer à mon avis. Mais il faudrait obtenir ces 60 heures, qui étaient les 60 heures de l'OIF, de l'intercompréhension, avec l'aide de Pierre Janin, qui a vraiment fait un gros travail là-dessus. Et les enseignants étaient enchantés de cette heure. Ils se sont dit, mais c'est une nouvelle dimension, c'est aussi une dimension pour mieux faire connaître le français et la francophonie. C'est un biais extraordinaire pour, effectivement, rentrer dans la Commission européenne. Et moi qui ai travaillé aussi à la Commission européenne, je vais vous dire une chose, c'est que mes camarades, en quelque sorte, qu'ils soient portugais, qu'ils soient espagnols, qu'ils soient italiens, s'expriment toujours beaucoup mieux en français qu'en anglais. Mais ils disent, comme on travaille tous les jours en anglais, notre vocabulaire il est anglicisé. Mais je leur dis, mais attendez, on est dans une réunion européenne, votre français est bien meilleur et vous avez les interprètes autour dans les cabines. Donc utilisez votre français, notamment les Portugais ou les Espagnols. Voilà. Donc on en est là. Mais s'il y a moyen, effectivement, comme vous le disiez, effectivement, la Commission européenne paye pour ce genre de choses, parce que la Commission, ça m'intéresse de faire ce genre de choses. Mais comme vous le disiez aussi, il faut que la Commission soit capable, non seulement, parce que on a les méthodes,
Et c'est ça le gros drame, effectivement, à la Commission européenne comme au Conseil de l'Europe. On fait de magnifiques projets. Là, je suis sur 2 projets concernant les réfugiés, un de 400 000 € et un autre de 2 millions d'euros. Et je me dis, bon, ça avance. Et les choses vont être pérennisées. Mais très souvent, ces projets sont des projets magnifiques qui vont faire plaisir aux experts et aux spécialistes qui sont dans ces projets. Et puis après, on s'en va et on range le projet dans un tiroir. Et c'est terminé. On a dépensé beaucoup trop d'argent, au fond, pour se faire plaisir. Et il est temps qu'on arrête ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'avec la Commission européenne, il faut trouver des personnes qui vont comprendre. Et quand je dis les personnes, ça peut être aussi le bureau Erasmus+ à Bordeaux. Parce qu'il y a 100, il faut bien comprendre qu'il y a 100 personnes à Bordeaux qui travaillent pour les projets européens. Donc vous avez là à Bordeaux des spécialistes, des gens qui connaissent le domaine et qui vont pouvoir vous orienter de la meilleure façon possible. Merci Michel. Je suis désolé. Non, mais tu as parlé longtemps, mais tu as apporté beaucoup d'éléments de ton expérience. Hein, bon. Moi, je voulais simplement réagir à deux choses. Je crois quand même que ce dont tu parles, c'est l'époque des pionniers. Hein, et c'est encore l'époque qu'a décrit Jean-Pierre tout à l'heure. Hein, mais comment effectivement quitter l'ère de l'époque des pionniers pour entrer dans, je ne dis pas dans l'intercompréhension de masse, mais qu'un certain nombre de réflexes viennent d'eux-mêmes. Et le fait d'ailleurs qu'à Bruxelles, quand tu as quitté l'Alliance française, ton successeur n'a pas repris le projet, je trouve que c'est quand même très significatif. Hein, c'est bien parce que ça n'est pas quelque chose qui est considéré comme quelque chose de normal. On est encore dans le truc, voilà, ce sont des explorateurs, etc. Bon. Mais nous, on travaille dans des cadres, etc. Donc, il me semble que la démarche, par exemple, que tu viens d'indiquer concernant Erasmus, mais à condition de prendre je dirais, à bras-le-corps l'agence elle-même. Hein. Il faut que ça rentre dans une politique qui, après, se propage sur à peu près tous les partants Erasmus. Hein. Et quand les universités envoient des étudiants Erasmus, il faut qu'elles soient informées qu'il y a tout intérêt à un tout petit peu préparer hein, et à ne pas partir dans cette espèce de réflexe conditionné, quand ils sont à dire de toute façon, je n'ai pas besoin d'apprendre le roumain, puisque là-bas, on parlera en anglais. Bon, voilà, c'est quand même le réflexe qui est totalement antinaturel, hein, et qui est pourtant le réflexe naturel. C'est quand même extraordinaire. Bon, alors, à la limite, pour l'Alliance française, c'est pas Erasmus, mais que les civilisations françaises avaient tout ça en tête et devenaient culturellement, s'inscrivaient culturellement dans une démarche plurilingue et interculturelle, on aurait fait un grand pas en avant. Et bon, je pense que ce qu'a dit Mme Treuilleur était, à mon avis, quand même très encourageant, hein, mais bon, c'est vrai qu'il a fallu quand même à peu près une quarantaine d'années hein, pour que toutes les recherches qui ont été faites aboutissent à une instruction de l'éducation nationale, c'est-à-dire au début de l'inscription dans des programmes. Hein, ce qui veut dire que c'est seulement à partir de 2015, apparemment, qu'il y a des chances que l'intercompréhension, ou même plus généralement l'éducation plurilingue et culturelle, fasse son entrée dans les écoles de formation des profs. Hein, et si on calcule un tout petit peu, démographiquement, il y en a au moins pour 35 ans à 40 ans pour que ça soit véritablement entré dans le système. Sauf s'il y a un très gros effort de formation continue. Donc il me semble que, je dirais, il y a des nœuds, et l'action doit se faire au niveau des nœuds. Hein. Alors peut-être que, bon, prenons l'exemple il y a d'autres exemples à voir aussi en matière de tourisme. Bon, je vais prendre tout de suite un exemple personnel qui n'a rien de très original, parce que nous sommes allés au mois de septembre passer 2 semaines au Portugal. Moi, je ne parle pas portugais. Par contre, ma langue, c'est plutôt ma langue, je dirais, de départ, c'est plutôt l'espagnol. Bon, puis après, bon, j'ai un peu travaillé l'italien, j'ai un petit peu bricolé avec le roumain, etc. Bon. Et ben, j'ai pu constater. Bon, j'ai pas besoin, je dirais, peut-être que j'ai un peu. Excuse-moi, mais je suis obligée de partir avant la fin. Excusez, j'aurais voulu lui donner la parole de juste. Je suis désolée, hein, c'est. Bon, enfin, je termine. Eh bien, j'ai constaté qu'effectivement,
au bout de quasiment 2 jours ou 3 jours, on pouvait lire un article de presse. Hein. C'est tout à fait confondant, tout à fait surprenant. Quelqu'un qui n'a pas eu je dirais, cette notion au départ ne va pas le faire. Voilà.